abondante en ressources hydrauliques, abondante en ressources de biomasse, abondante aussi en minière. L'Afrique pourtant manque cruellement accès à l'électricité. Il est estimé qu'environ 583 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique et près de 80% de toute la population africaine utilise encore les foyers non améliorés pour cuisiner. Et nos femmes font des heures, des kilomètres chaque jour pour aller chercher le bois. Pourquoi ce problème? Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui constitue le principal goulot d'étranglement à ce problème? Eh bien, des organisations de la société civile venues de plusieurs pays d'Afrique sont réunies ici au Congo, ex-Zaïre, comme vous pouvez bien le constater. Nous sommes au centre Elaïs à Kinshasa. Bienvenue dans cette discussion, cette émission Terre à Terre. Et pour en parler, j'ai avec moi d'éminentes personnalités. J'ai à ma gauche M. Justin Mouboumi. Il est le principal organisateur de l'atelier, mais en même temps, il est le responsable du Sénadep. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre émission. Et puis nous avons le paysan, Victor Oussouzi, qu'on ne présente pas. Il a parcouru l'Afrique, toutes les terres continentales, pour faire connaître la voix des sans-voix. Monsieur Victor, vous n'êtes pas fatigué encore? Je suis encore en forme, mais je prépare la relève. Prépare la relève, donc c'est le paysan. Nous avmon Madame Rudo Sanyanga, qui vient d'Afrique du Sud, mais les Zimbabwéennes. Welcome to our program, Madame Rudo. Thank you. Elle travaille pour l'ONG international Rivers. Et puis Madame Sanza Mimi Zena, hein, elle voulait bien prendre mon nom, mais elle s'appelle Zena. Donc elle travaille pour une ONG locale, on a l'occasion de la découvrir. Et puis monsieur, comment vous appelez-vous déjà? Maître Tati Maniana Madola, qui travaille pour l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, ici en RDC. Je vais commencer par vous, monsieur Justin. Vous avez organisé un atelier et réuni des gens de peu partout. Qu'est-ce qui a motivé cet atelier? Pourquoi discuter d'énergie quand nous avons d'autres priorités plus importantes, notamment les infrastructures routières, éducation et santé? Merci beaucoup pour la question. Vous l'avez dit au début de cette émission que l'Afrique regorge d'immenses potentialités énergétiques. Les solaires, les biomasses, la géothermie, les solaires, l'éolienne, toutes ces énergies-là peuvent être développées en Afrique. Curieusement, vous avez parlé des 500. Dans le dernier rapport de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, il parle de 610 millions d'Africains, principalement ceux situés au sud du Sahara, n'ont pas accès à l'énergie. Devant ces faits-là, je crois qu'aucun Africain responsable ne peut croiser les bras et dire que c'est normal. Pire, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il n'y a que 15% de la population qui ont accès à l'énergie. À l'électricité. À l'électricité. Pouvez-vous accepter ça? En tout cas, moi, dans ma conscience des Congolais, je n'ai pas pu accepter ça. Voilà l'une des raisons principales qui nous ont poussés ensemble avec tous les collègues qui sont ici à organiser cet atelier. Monsieur Victor, comment comprenez-vous que vous êtes de ce Congo-là? Nous sommes tous le Congo, cessons d'avoir peur. C'est le slogan d'un mouvement. Nous sommes le Congo, vous avez près de 37% de toutes les ressources hydrauliques de tout le continent et pourtant vous demeurez l'un des pays les plus sombres. Comment en tant que citoyen paysan vous expliquez ça? Le Congo, c'est un scandale géologique, disent les gens. Et très souvent, il se passe des choses scandaleuses. Ça ne peut pas se comprendre, surtout dans des milieux paysans. Et ça ne peut pas se comprendre, ça ne peut pas se poursuivre, qu'on détruise toute la forêt, que le paysan soit dans le noir total et que même en ville on soit dans le noir. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous savons que l'énergie au Congo, c'est ce qui nous a mis dans une situation pratiquement de crise. C'est Inga qui nous a endettés. Si aujourd'hui on est en train d'hypothéquer toutes nos ressources naturelles, c'est à cause de la dette du barrage hydroélectrique d'Inga. Mais voilà, c'est Inga. Aujourd'hui, on revient sur Inga. Donc nous, notre problème, il faudrait qu'il y ait vraiment cette bonne gestion. Parce qu'on nous fait miroiter tout, mais nous voulons que cette fois-ci, que ça soit sincère, que la population puisse avoir accès à l'énergie et que ça ne soit plus de l'énergie au service des multinationales. Donc c'est un combat dur, mais ce qui est vrai que c'est inadmissible qu'il n'y ait pas de l'énergie dans ces pays. Maître Tati, vous êtes aussi Congolais, vous êtes acteur de la société civile. Comment vous expliquez? Est-ce que vous trouvez un autre goulot d'étranglement au fait que vous avez tout, mais à la fin vous n'avez rien? Effectivement, c'était vraiment un contraste. On se retrouve dans un pays qui a d'énormes potentialités géologiques, mais aussi hydrographiques. Mais curieusement, nous sommes en train de peiner en matière de l'électricité. Donc c'est un problème très sérieux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et j'espère que
tout Congolais ne peut pas accepter effectivement de vivre dans cette situation. Voilà pourquoi nous, en tant que société civile, nous avons réfléchi donc d'imaginer d'autres sources qui peuvent donc jouer à l'alternative à cette question donc de la carence à l'énergie. Merci beaucoup, madame. Vue de femme, est-ce que ça a un impact sérieux que le Congo ait le courant? De toute façon, vous utilisez essentiellement le bois, donc qu'il y ait courant ou pas, vous avez appris à utiliser les petites lampioles, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons appris, mais c'est difficile. Vous savez, moi je parle ici du point de vue de la participation de la femme. Pour la plupart des cas, dans nos maisons, dans nos foyers, ce sont des femmes qui utilisent l'énergie. En dehors du fait que dans nos bureaux et qu'on sort les ordinateurs, les papas ou les hommes utilisent l'énergie, mais les femmes utilisent l'énergie. Dans les hôpitaux, on a besoin de ça pour les accouchements. Il faut poser la question aux paysans si chez eux, là-bas, là où ils sont, au niveau du village, ils ont un problème au niveau des hôpitaux parce qu'il y a des femmes qui meurent parce qu'il n'y a pas eu de courant. Il y a des enfants qui meurent parce qu'il n'y a pas de bonbonnes pour soutenir, pour assister la respiration des enfants. Donc, même dans le foyer, dans la cuisine, la femme a toujours besoin d'énergie pour pouvoir faire les ménages et consorts. Donc, si la femme participe avec l'appui du Sénadep dans ces grands projets de sensibilisation et de plaidoyer au niveau africain, c'est pour dire à la face du monde que nous, la RDC, nous sommes déterminés à pouvoir trouver des solutions sur ce problème d'accès à l'électricité ici en République démocratique du Congo et surtout en particulier chez la femme parce que c'est la femme qui l'utilise partout et pour tout, voilà. Madame Rudo, vous travaillez pour l'ONG International Rivers, vous supervisez un peu les grands programmes en Afrique. Il y a le PIDA, il y a le programme Power Africa, il y a d'autres grands projets qui se déroulent en Afrique. Selon vous, quelles sont les barrières importantes qui empêchent l'accès à l'énergie en Afrique? What are the key barriers to access to energy in Africa? Even though we have all those amazing big programs like PIDA, like Power Africa, like all those Energy Africa programs. The big problem is that most of the African governments, they always want to build these huge projects. And as you know very well, the grid system does not supply energy to most of our people in Africa who live in rural areas. We are concerned very much so because most of the big projects are only meant for extractive industries and not for the individual households. And you find that, like the lady here said, women really suffer a lot when there is no electricity in the home. Nous comprenons ça, madame. Vous voulez nous faire comprendre qu'effectivement, le gouvernement met l'accent sur les grandes infrastructures, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas... Small is beautiful, c'est votre langage tout le temps. Mais nous devons industrialiser l'Afrique. Nous devons faire fonctionner les grandes machines. Et vos solar equipment, vos petits trucs-là ne peuvent pas permettre de produire suffisamment de kilowattheures pour faire vivre l'économie africaine. Comment répondez-vous à ça? Comment faire pour qu'on puisse tourner les machines et développer l'Afrique? Ça ne se fait pas avec les lampes solaires. How do you do that? With your small system, you can provide energy for industrialization of Africa. We believe that we should have integrated energy planning. The huge projects all over, even in the best of countries like South Africa, they have a problem now with Kusile and Madupe, which instead of taking 6 years to get online, they are now taking 20 years. And the prices have increased from 6 billion to now a projected 24, some say 32 billion. Ça c'est Medupi, barrage de Medupi, c'est ça? Medupi is a coal power station. Oh. The barrages are even worse. They are not getting finished on time, and when they get finished, the prices are so high. Right now, we'll say it will cost less than 3 cents per kilowatt. But once it's finished, 20 years from now, it will be 20 cents per kilowatt. Uganda suffered the same thing with Bujugali. We have problems everywhere. Pandangua, Kabora Bassa, Kariba Dam, Aswan Dam, and it's the same story over and over again, and a lot of money is being spent creating debt for the countries. Oui, madame expliquait, monsieur Victor, elle explique que très souvent le fait qu'on focalise trop d'attention sur les grandes infrastructures, le coût augmente. Par exemple, la centrale charbon de Medupi en Afrique du Sud, de 24 millions, on est arrivé à près de 60 milliards. Hein? Elle cite tous les barrages en Afrique. Est-ce que vous êtes contre les barrages? Je vais vous poser la question à vous tous. Est-ce que vous êtes contre les barrages? Ben, écoute, je suis un peu extrémiste.
Mon problème, c'est que le barrage, il faut de la bonne gouvernance. Et ça ne nous inspire pas confiance. Parce qu'on a toujours eu des promesses. Et très souvent, à la fin, c'est le peuple qui paye. Donc, pour nous, grand barrage, ok. Mais qu'on arrive à nous assurer que pendant qu'on fait ces grands barrages, il y a des énergies, il y a des solutions alternatives pour la population. Nous n'allons plus attendre 10 ans pour avoir accès à l'énergie. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. C'est un droit des citoyens. Donc il faudrait que les gens comprennent ça, que les gens réalisent la Déclaration universelle des droits de l'homme, que les gens réalisent le pacte international sur les droits socio-économiques. Et d'ailleurs, même dans la Constitution congolaise, c'est un droit des citoyens. Donc, grand barrage, ok pour les industries, mais que ces industries servent réellement, que les recettes servent à la promotion des populations. Mais si ça ne sert qu'à la promotion de multinationales, ça, c'est plus que grave. On a compris. Monsieur Justin, dans ce contexte, toute l'Afrique entière, vraiment notre espoir repose sur la République très très démocratique du Congo. Et vous prévoyez Inga 3, Inga 4. Et on va envoyer le courant au Nigeria, au Cameroun, en Égypte. Ça va venir jusqu'à chez moi au Togo. Et ça va aller en Espagne. Est-ce que vous nous donnez toujours espoir? Oui, les gars, ce qui a été dit ces jours-ci, est-ce que vous croyez toujours que Inga 3, 4, 5, 6, 7 pourront un jour électrifier l'Afrique? Il faut espérer que l'Afrique sera électrifiée. Nous devons électrifier l'Afrique parce que nous ne supportons pas de rester dans les noirs. Évidemment, pour avoir de grandes quantités d'énergie, il faut aussi de grands ouvrages. Ce que nous voulons dire ici, ces grands ouvrages ont beaucoup de conséquences sur les pays. Vous avez vu, il faut attendre au minimum 6 ans, 7 ans pour avoir ça. Et entre aujourd'hui et les 7 ans à faire pour construire, les gens vont rester comme ça, dans les noirs. C'est pourquoi nous proposons des solutions alternatives. Nous encourageons nos gouvernements à développer de nouvelles formes des énergies, les énergies renouvelables, dont nos pays disposent d'énormes capacités. Donc, l'Afrique sera électrifiée, l'Afrique doit être électrifiée, mais nous devons utiliser le mix énergie, c'est-à-dire là où les populations ont besoin de l'énergie comme maintenant, faciliter les populations l'accès à l'énergie en utilisant les énergies qui sont proches, les solaires, l'éolienne, la géothermie, toutes ces énergies propres qui sont accessibles facilement aux populations, utilisez-les parce qu'avec ça aussi, nous allons électrifier l'Afrique. Merci beaucoup. Madame, ça c'est un truc que les ONG ici font la promotion. Je profite pour éclairer votre visage. Ça coûte 23 500 CFA. Ici, ça, vous le vendez à combien? À $50. 50 $, bon, environ 25 000 francs CFA. Vous avez 50 $ pour acheter ça? Particulièrement, surtout la femme en Afrique, elle n'a pas assez de moyens pour s'acheter des matériels comme ça. Donc, il faut que les États construisent des grands barrages, des centrales à charbon pour vous, non? Oui, mais les barrages doivent d'abord profiter aux populations locales. S'il faut construire des barrages pour électrifier l'Afrique, il faudrait d'abord que le Congo, que la RDC ait d'abord accès à la lumière, ait accès aujourd'hui à l'électricité pour que ses voisins fassent la même chose, aient l'électricité et ainsi de suite. On pourra même électrifier le monde, c'est possible pour l'Afrique, avec tous les cours d'eau qu'on a, avec tous les fleuves et qu'on sort. Si on se met à construire des barrages, et au Congo aujourd'hui, demain ailleurs et qu'on sort, on pourra électrifier le monde entier. Et ça, moi, j'y crois. D'accord, je vous propose d'ailleurs de suivre ce petit élément qui revient sur tout le potentiel de la RD Congo en matière d'électrification, potentiel hydraulique, je disais tantôt, au niveau de la RD Congo. Et puis on revient dans notre émission. Vivre dans le noir est devenu le lot quotidien des habitants de Kinshasa. On n'en peut plus. Pour étudier, j'utilise cette lampe qui n'éclaire pas tellement. Que voulez-vous qu'on fasse? Depuis 3 mois, il est rare d'avoir de l'électricité 2 jours d'affilée. Et quand la nuit tombe, la capitale de la République démocratique du Congo ressemble à un trou noir. Une situation qui fait vendre beaucoup de groupes électrogènes, mais beaucoup n'ont pas les moyens de s'en procurer. La situation est catastrophique. Ça, je peux vous dire une chose, c'est que les petites et moyennes entreprises qui fonctionnent, par exemple les boucheries, les alimentations, les boulangeries, sont en train de fermer les unes après les autres. Le problème s'étend au-delà de Kinshasa jusqu'en province. En cause, la baisse exceptionnelle des eaux du fleuve Congo.
Son débit s'est réduit de moitié et le niveau de l'eau a baissé de 3 mètres. Du coup, l'eau restante charrie de grandes quantités de sable qui se déposent dans les machines du barrage d'Inga. Alors, quand le niveau baisse, qu'est-ce qui va se passer? À vue d'œil, vous allez commencer à observer une émulsion eau-sable qui passe vers les machines. Alors, à ce moment-là, cette émulsion eau-sable, quand il va se retrouver dans le circuit de réfrigération à Inga 1, là, le système ne supporte pas. Il faut arrêter immédiatement. Conséquence, le barrage ne produit plus que 270 MW au lieu des 800 d'habitude. Alors que Kinshasa, à elle seule, a besoin de 650 MW. La Société nationale d'électricité se dit désarmée et obligée de délester. Elle coupe le courant de manière intempestive pour empêcher que la tension ne s'effondre dans tout le réseau. Mais certaines ONG et hommes politiques accusent l'entreprise de mauvaise gestion. Ils estiment que le fleuve doit être mieux dragué pour éviter le problème. La saison des pluies est attendue pour mi-septembre, mais il faudra qu'elle soit intense pour rétablir l'électricité en continu. Voici le fleuve qui pourrait un jour fournir de l'électricité à toute l'Afrique, le Congo, avec son débit constant de 42 000 mètres cubes d'eau par seconde. Il a le plus grand potentiel hydroélectrique du monde. Le barrage de Inga, à une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique, suscite la convoitise des ministres du sud de l'Afrique. Pour toute la région, le problème de l'énergie sera résolu, donc c'est merveilleux. Mais il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent. Donc nos gouvernements doivent travailler avec les institutions financières pour investir des ressources dans l'Inga. Comme ça, le problème du manque d'énergie sera résolu. Amener de l'argent, ce ne sera pas facile. Pour réfectionner les 2 barrages existants et surtout pour en construire 2 supplémentaires, pas moins de 40 milliards de dollars américains sont nécessaires. Chaque turbine produit déjà assez d'énergie pour alimenter une ville moderne d'un demi-million d'habitants. Mais la plupart des 14 turbines sont en panne. Le Congo sort d'une longue guerre, le barrage est réduit à la moitié de son potentiel. Pourtant, dans cette pièce, le courant alternatif est transformé en courant continu afin d'être acheminé jusqu'aux mines de cuivre à 2000 km de là et même jusqu'en Afrique du Sud grâce au soutien de la Banque mondiale. Mais sur place, pour les habitants, la seule source d'énergie, c'est le bois. Les enfants sont de corvée. Il n'y a pas de courant chez vous? Oui. Quoi, oui ou non? Il y en a ou il n'y en a pas? Oui. Il n'y en a pas. 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 Je vais courir. Je vais nader ce camion. Dans les villages proches du barrage, rien n'a changé. Comme à l'époque de la colonisation, les investissements servent à l'industrie minière. Le câble, c'est le courant. C'est le courant. Et pour vous? Pour vous, ça ne travaille pas pour nous. Ça ne donne pas de lumière comme dans le village comme ça. Ça donne rien. Pourtant, ça amène du courant jusqu'en Afrique du Sud, le barrage de Inga. Ça va, si ça passe là-bas, ça peut nous donner aussi de l'argent dans le coste de l'État. Pas pour nous les peuples. Le barrage est dans un état de déliquescence totale. Des dizaines de milliards de dollars sont nécessaires à sa réfection et à son amélioration. Pourtant, c'est sur ce site que repose le futur du continent africain. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ensemble pour le projet Grand Inga. Les 2 pays ont conclu en 2013 le projet d'extension des barrages hydroélectriques d'Inga sur le fleuve Congo. Depuis, des réunions de mise au point se déroulent pour analyser l'état d'avancement de l'initiative. Vendredi 16 octobre 2015, les travaux de la grande commission mixte RDC-Afrique du Sud se sont clôturés. Les présidents Jacob Zuma et Joseph Kabila ont eu l'occasion de s'entretenir et saluer les progrès observés dans la mise en œuvre du projet Grand Inga. Les 2 chefs d'État ont particulièrement salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du traité sur le grand projet Inga, qui a été signé en octobre 2013. Ils réaffirment le leadership conjoint de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo pour le développement du grand projet Inga.
Ils ont exhorté les deux ministères ou départements concernés d'accélérer le processus en vue de résoudre toutes les questions en suspens, y compris la mise en place du groupe de travail requis, afin de baliser la voie pour l'exécution de ce projet panafricain. Le projet Grand Inga est un ouvrage à long terme. Il prévoit plusieurs phases d'extension des capacités de production électrique sur le site des chutes d'Inga, à environ 250 km au sud de Kinshasa, la capitale congolaise. Il s'agit de restaurer et d'agrandir les deux barrages construits en 1970 et en 1980. Pour satisfaire la demande, il faut voir grand, il faut aller plus loin, il faut aller au Grand Inga. Voilà pourquoi vous avez des partenaires comme la Banque africaine de développement, dont le nouveau patron veut éclairer l'Afrique. Il ne peut pas éclairer l'Afrique sans le projet Grand Inga. Vous avez la Banque mondiale qui est en avant-plan, mais vous avez également l'Afrique du Sud qui se trouve dans le besoin énergétique. On veut créer un trust fund, comme disent les Britanniques, pour essayer de booster ces projets parce qu'on peut arriver à éclairer l'Afrique à partir du Grand Inga. La réussite du projet Grand Inga implique une sérieuse coopération entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Le site d'Inga aurait une capacité de production de 40 000 MW, soit l'équivalent de plus de 24 réacteurs nucléaires de troisième génération. Son énergie pourrait être exportée jusqu'en Afrique du Sud, mais aussi vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. En gestation depuis plus de 10 ans, le projet Inga 3 aura un coût total estimé à 12 milliards de dollars. National numéro 1. À bord de ce cortège, une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son vice-président chargé des opérations. Direction, site Grand Inga dans le Bas-Congo. Objectif, c'est rendre compte de la réalité sur le terrain. De l'endroit où seront implantées progressivement cette centrale hydroélectrique à la station de conversion du Grand Inga en passant par Inga 1 et 2, les merveilles des dites centrales n'ont pas laissé indifférentes ces délégations. La visite entre dans le cadre de matérialisation du projet intégrateur pour le continent initié par la BAD. La Banque africaine de développement, comme vous le savez, est un de vos partenaires privilégiés. Nous sommes votre banque. Nous sommes votre banque. Et en tant que votre banque, donc nous sommes à votre écoute. Un projet comme celui d'Inga est un projet du NEPAD. Et les chefs d'État africains ont donné à la Banque africaine le mandat, n'est-ce pas, pour développer le projet du NEPAD, donc naturellement celui d'Inga. Nous espérons que Inga 3 viendra, n'est-ce pas, contribuer à ce qui est déjà existant et donc donner beaucoup plus d'énergie au pays pour que nos économies ne soient beaucoup plus concurrentes. Et contribuer aussi au développement d'autres pays de la sous-région. Avant de regagner Kinshasa, la délégation a été reçue par le gouverneur du Bas-Congo, avec qui elle a échangé notamment sur l'appui substantiel des différents projets développés dans la province. Pour rappel, à travers ce projet de grande envergure, la BAD compte s'y mettre à fond pour relever l'économie aussi bien de la République démocratique du Congo que de la sous-région, et cela à travers le secteur énergétique. Bienvenue encore dans cette deuxième partie de cette discussion, ici au centre Elaïs. Nous sommes à Kinshasa. Le Motema Pembe, tout ce que vous connaissez, Werason, c'est ici qu'il faut le aider. Je suis au pays de Fali Poupa, mes amis. Voilà. Et nous discutons justement énergie. Madame Rudo, vous avez assisté à cet atelier qui a rassemblé surtout la société civile de plusieurs pays. Vous venez de l'Afrique du Sud, il y a eu le Nigeria, il y a eu l'Ouganda, il y a eu le Togo. Il y a eu effectivement une bonne représentativité, n'est-ce pas, des OC congolaises. Nous parlons d'accès de tous à l'énergie en 2030, le Sustainable Energy for All. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? You know what? We have got so many resources and we have moved from the old technologies. And we should grab these new technologies, otherwise we'll be out of date. By the time we try to catch up, we have no solutions anymore. Water is becoming scarcer and scarcer in the rest of the regions. So it's strange that we want to build huge reservoirs when we know that the water flow is decreasing all the time. What is going to happen in 20 years' time? We appreciate that the technology like solar and wind doesn't work in other areas. But as a country, when one area can produce a lot of solar, another area can produce pico and mini hydro, we can share. We can integrate that within a country. And when a country has got enough energy,
they can sell. But the situation now is we find that countries, they like to get foreign currency. They will sell electricity when their people are suffering. It happens in Mozambique. It's happening in other countries as well. They would rather sell electricity and get foreign exchange rather than supply the people in their country. They always give excuses that people don't have money. But if people are buying electricity from a generator or they are buying coal, surely they've got money to buy electricity for lighting. Yes. Merci beaucoup. Madame a expliqué justement que il faut permettre ce qu'il y ait, il faut rentrer dans le mix énergétique. Est-ce que vous partagez l'avis? Madame estime qu'il faut développer de grands pôles énergétiques, tel produit le solaire, tel autre l'éolien, tel autre l'hydroélectricité, et ensuite on peut se le partager au lieu de produire quelque part et de le vendre à l'extérieur, tandis que le pays souffre. Il y a la pauvreté énergétique, mais on va quand même le courant à l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce que Oui, effectivement, je suis d'avis avec madame, parce que pour nous, nous devons aller vers une décentralisation de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, cette question de concentrer, de cette façon de concentrer le secteur de l'énergie a donné des résultats assez faibles à ces pays. Donc arriver à décentraliser pour que toutes les provinces, aujourd'hui nous avons 26 provinces, il y a des potentialités dans chaque province. Donc il y a possibilité également de développer des centrales, des micro-centrales au niveau de chaque province. Il y a aussi possibilité de pouvoir développer des centrales photovoltaïques dans ces provinces-là, comme l'a fait d'ailleurs la province de Kasaï. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons salué les efforts du gouvernement lorsqu'il a signé un contrat avec l'Égypte de pouvoir mettre en place des centrales photovoltaïques au niveau de Kinshasa. Donc cela peut alors décentraliser cette question et permettre aussi aux communautés qui vivent dans les milieux assez périphériques de Kinshasa ou de certaines provinces, d'avoir de l'électricité. Donc, pour moi, la question de planification doit primer. Donc, on doit donner l'opportunité à toutes les communautés de pouvoir développer les capacités pour pouvoir produire de l'électricité dans leur village. Merci, monsieur Tati. Monsieur Justin, je reviens à vous. Et peut-être avant, madame, vous avez un mot. Que pensez-vous doit être fait? Donc moi, je voulais juste ajouter, en martelant plus sur les atouts, les atouts, peut-être les compétences, ou je peux dire les opportunités que chaque coin du pays offre. Par exemple, dans l'est du pays, si nous avons la facilité de pouvoir utiliser des énergies éoliennes, on peut le faire dans l'ouest du pays. Si on peut utiliser les barrages, on peut créer des micro-barrages et ainsi de suite. Je pense que la politique de pouvoir essayer de remédier à petit feu, si je peux le dire comme ça, avec des micro-projets pour développer des contrées et ensuite peut-être demain développer des grandes agglomérations et finalement développer les pays. Et aussi l'Afrique ensuite. Monsieur Justin Moboni, merci beaucoup. Vous avez organisé cet atelier, vous avez rassemblé nous tous ici, alors que la nuit prend le pas sur la lumière du jour, alors que d'ailleurs nous nous sommes éclairés grâce à l'électricité solaire. Qu'est-ce qui est sorti de cet atelier de 3 jours? Plusieurs choses au niveau national et au niveau régional. Sur le plan régional, nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place un groupe de travail qui va travailler pendant une année pour nous aider à mettre au niveau africain un réseau qui va mener les plaidoyers en faveur de l'accès à l'énergie à tous les Africains et à toutes les Africaines. Sur le plan national, nous avons interpellé notre gouvernement pour que le gouvernement puisse faire attention dans le développement du projet Inga 3 basse chute. Nous avons demandé au gouvernement de faire attention à la corruption et les ministres, les chargés des missions, son Excellence M. Bruno Kapanj qui était là, nous a affirmé que dans ces projets, pour le gouvernement, c'est la corruption zéro. Ça, ce sont des discours, nous aimons bien les discours, mais nous devons suivre. Nous avons demandé de partager l'information. Il a dit que désormais, il y a un pacte qui est scellé entre nous, la société civile, et l'ADEPI. Quel pacte va passer par des échanges d'informations dans les informations à rapport au développement du projet. Nous attirons également l'attention du gouvernement sur les impacts sociaux et environnementaux. Les impacts sociaux, nous avons parlé des gens qui sont sur les sites d'Inga, les gens qui sont dans les camps Kinshasa et dans les villages environnants des sites d'Inga. Nous voulons que ces gens qui seront impactés par les projets Inga 3, basse chute et les projets Inga 3, haute chute, que tous ces gens-là puissent être indemnisés correctement parce qu'ils vont perdre beaucoup de choses, surtout leurs moyens de subsistance. Merci beaucoup, monsieur Victor.
More than 3 billion people worldwide are cooking with traditional biomass, wood, dung, charcoal. Many of them on open fires or inefficient cook stoves with dramatic consequences. Every year, more people die from the consequences of indoor air pollution and smoke from open fires than from malaria, especially women and children. But fuel wood becomes scarcer every day. For example, in Senegal 60 years ago, wood and charcoal were sourced from a distance of 40 kilometers from Dakar. Today, trucks carry fuel from as far as 800 kilometers to the capital. As a result, fuel wood and charcoal becomes more and more expensive, especially in big cities. Therefore, alternative and modern fuels such as LPG, bioethanol, and biogas would be cost-effective and environmentally friendly options. Let's see how this crisis will affect the poor people of West Africa, today and even more so in the future. Because the population is growing fast, the pressure on already scarce wood resources increases. Forests are disappearing and the climate is changing. It is a vicious cycle, spinning faster and faster. As more people consume more land for agricultural and industrial needs and more wood for cooking, the forests disappear. Biodiversity decreases. The decreasing resources force women and children to go further and further to collect fuel wood. This takes up a lot of time, valuable time, which is needed for income-generating work and education. And, on the way, these women and children face many dangers, including back problems, snake bites, and physical assaults. People's futures are at risk. Many are forced to leave their villages and move into cities. This will not happen if we act today to be prepared for tomorrow. Efficient cook stoves protect the health of the entire family. They save 40% of fuel wood, and thereby lots of time and money. Fast-growing trees and bushes serve a growing population. Tree planting and sustainable forest management help us preserve our natural resources for tomorrow. It also creates new jobs in the forest sector. The production of efficient cook stoves also leads to job creation. Both fuel wood and stove production develop into value chains which benefit the local population. Alternative fuels such as bioethanol, biogas, and LPG also reduce the use of natural resources dramatically and protect women and children from health risks as well. They also benefit the local population by creating new jobs and local added value. Improved forestry stops degradation. Biodiversity increases. In the end, people spend less money for fuel wood, have more time for productive uses, benefit from local jobs, and save green resources. And last but not least, millions of our women and children live much healthier lives. Si en Afrique de l'Ouest, 80% de la population utilise du charbon et du bois de feu pour la cuisson, au Mali, ce chiffre s'élève à plus de 96%.
les forêts, pour nos populations, c'est un don de Dieu. En ville, le charbon est acheté à des revendeurs, mais en milieu rural, la collecte du bois est réalisée par les femmes. Ils coupent le bois, ils le transforment en charbon et ils vendent. Mais tout ça, c'est essentiellement pour approvisionner la ville de Bamako en bois énergie. L'utilisation du bois de feu et de charbon croît au rythme de la population, environ 3 à 4% par an. Ainsi, l'impact de cette collecte entraîne une dégradation des forêts et un phénomène de déforestation est largement visible. Le bassin d'approvisionnement de Bamako, qui était en 1994 à environ 100 km autour de Bamako, est présentement à plus de 200 km autour de Bamako. Les forêts sont en train de disparaître. N'est pas un petit boulot. En milieu rural comme en ville, les équipements de cuisson traditionnels sont peu efficaces. Ils dégagent de nombreuses fumées qui s'avèrent néfastes pour la santé des habitants. L'Organisation mondiale de la santé dénombre plus de 2 millions de décès par an. Des solutions abordables pour une cuisson plus durable existent. Parmi elles, le foyer amélioré, encore peu diffusé dans le pays. Ça économique beaucoup. Et puis, la cuisson est très rapide. Il y a moyen de fumer aussi. C'est économique, c'est hygiénique, c'est rentable, quoi. Le programme CENAO, Climat et Énergie en Afrique de l'Ouest, a pour objectif d'appuyer une filière de producteurs locaux et de distributeurs de ces foyers de cuisson améliorés. Donc, en 2005, j'ai créé l'entreprise Kougnimani qui emploie présentement 6 personnes. Notre capacité de production est à peu près 3 000 à 4 000 pièces par mois. Le GERES vise donc un renforcement de l'ensemble de la filière locale, composée des producteurs, des distributeurs et des utilisateurs. Le GERES est là pour m'appuyer, par exemple, avoir des équipements, des appuis techniques, et aussi pour l'extension de l'unité de Kougnimani. On n'est pas à mesure de satisfaire la demande aujourd'hui. Bon, avec des sambolo bar si ça en fleur bon mamna si ça en petit drone va emboloya grand emboloya clé ça va refléter pied fourne belebele va tenir bolo awon hakle ni o ka glanga chaya boko kana to ka mangu bolo ore kadanye. Les bénéfices du projet CENAO sont économiques par les créations d'emplois, la structuration et l'autonomisation de la filière locale de foyers améliorés. Sanitaire, par la limitation de l'exposition aux fumées intérieures nocives. Environnementaux, par la préservation des ressources forestières et la réduction des émissions de CO2. Près de 200 000 tonnes équivalent CO2 en 7 ans. Enfin, à Bamako, lors des 15 dernières années, le prix du charbon a presque doublé. Le foyer amélioré permet de réduire la consommation et par conséquent la précarité énergétique de la population. Ce programme vise à diffuser près de 30 000 nouveaux foyers améliorés par an. L'énergie est un facteur clé du développement durable en Afrique. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Tout le développement est basé sur l'énergie. Donc l'énergie, c'est la clé.
je termine avec vous, monsieur Justin, monsieur Victor, je termine avec vous. Vous êtes paysan, vous êtes citoyen. Quel espoir avez-vous et quel espoir avez-vous pour le peuple africain qui attend beaucoup de la RD Congo? Moi, je pense que l'espoir, c'est que nous avons beaucoup de sources d'énergie. J'ai un morceau de bois ici. Moi, je pense qu'on doit arriver, par exemple, à valoriser le foyer amélioré. Parce que c'est de l'énergie qu'on parle. Pourquoi nous devons consommer beaucoup de bois alors que nous pouvons consommer moins, préserver notre environnement en valorisant, par exemple, le foyer amélioré. Et ça va aussi épargner des femmes de ces corvées de bois. Le solaire, aujourd'hui, le solaire dans le village, on peut tout dire, les discours sur le méga projet. Mais quand vous allez aujourd'hui dans des villages, c'est avec cette énergie solaire que vous retrouvez dans tous les villages. Et aussi dire que pour l'Afrique, le solaire, le micro-barrage, ça c'est pour nous dans le monde rural. Et il ne faudrait vraiment pas qu'on perde ça de vue, comme la biomasse, sinon l'éolienne, c'est qu'il faut en Afrique. Donc il y a de l'espoir, mais l'espoir, c'est que nos autorités, nos dirigeants suivent aussi le vœu de la population, les desiderata de la population. Il ne faudrait pas tout simplement qu'on se concentre sur de méga projets et pour que ça profite à la population, il faudrait vraiment beaucoup d'acrobatie, beaucoup d'exercices, avec tout ce qu'il y a, corruption, avec tout ce qu'il y a comme lignes, des grosses lignes qu'il faudrait mettre. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on se réfère vraiment à des petits projets qui peuvent directement profiter, avoir un impact direct et le plus bref, dans un bref délai à la population. Et ça, on ne le trouve que sur les énergies renouvelables. Merci beaucoup, monsieur Victor. À présent, donc, vous suivez quelques interviews qui ont été réalisées durant cet atelier de 3 jours ici au centre Elaïs à Kinshasa. Vraiment, c'est un peu contradictoire, surtout en Afrique où on a besoin de l'industrialisation, on parle du développement, de la lutte contre la pauvreté, et pourtant on ne peut pas atteindre tout cela tant qu'on n'aura pas résolu le problème de l'accès à l'énergie, qui est aussi un droit fondamental. Mais aussi, il faudrait retenir ce que nous avons beaucoup de ressources que nous n'arrivons pas à exploiter. Le solaire, par exemple, mais pour la RDC, et surtout, c'est vraiment le foyer central de toutes les énergies, que ce soit le solaire, que ce soit biomasse, que ce soit l'hydraulique. Mais voilà qu'en RDC, nous sommes au taux d'accès vraiment presque le plus bas de l'Afrique. Donc la moyenne en Afrique est de 30-35%, nous sommes encore à 15%, et d'ailleurs discutable. Donc c'est contradictoire, alors c'est ça le débat qu'on a fait, mais le débat qu'on a fait aussi, c'est de pouvoir parler de tous ces partenariats aujourd'hui avec le privé, et de pouvoir parler aussi de la bonne gouvernance dans les grands projets. Parce que tout ce que nous savons que les grands projets souvent entraînent la corruption et les grands projets souvent entraînent une soumission de pays qui perdent leur souveraineté parce que le multinational qui interviennent impose des conditionnalités. Et donc c'est là où nous attirons l'attention de ceux-là qui nous dirigent pour que réellement on ne tombe pas dans ce qu'on appelle la malédiction de grands projets. La solution aujourd'hui, dans l'immédiat, ce qui est vrai, c'est qu'on doit arriver à donner de l'énergie. Donc il faut avoir une politique énergétique qui tient compte des desiderata de la population. Et donc cette politique voudrait qu'aujourd'hui la population sorte du noir. Et ça, le plus vite que possible, il faudrait passer à des énergies renouvelables. Mais pour un pays comme le Congo qui a aussi des minéraux, eh bien, se lancer dans de grands projets, de grands barrages, ça, on n'a pas exclu. On n'a pas exclu, donc le grand barrage, oui, pour pouvoir passer à l'industrialisation. Mais ce qui est clair est que le micro-barrage et les énergies renouvelables, ça, c'est vraiment l'impératif si on veut sortir de ce noir, de ce trou noir en RDC. On sait tous que les moyens sont là et peut-être les moyens sont mal gérés. Et de toutes les façons, il faut toujours continuer à réfléchir pour voir dans quelle mesure on pourra au mieux mobiliser les ressources qui ne sont pas une charge pour la population. Donc nous avons eu l'exemple de l'Égypte. Les Égyptiens nous ont démontré qu'ils ont pu récolter 9 milliards en interne
pour faire le projet du grand canal, le deuxième canal de Suez. Donc il est possible, en réfléchissant un peu, et de toutes les façons, on ne refait pas la roue. Si eux, ils ont pu mobiliser autant d'argent en interne, qu'est-ce qui empêche à ceux qui gèrent le domaine de l'électricité d'imiter simplement? Merci donc d'avoir suivi cet élément où justement à partir de M. Bruno Kapadji de la DEPI et d'autres acteurs sont exprimés. Je vais terminer avec vous, Madame Rudo. What hope do you have for Africa in 30 seconds? Hope for Africa when it comes to energy. Are we going to have sustainable energy tomorrow? No, not tomorrow. When? I think the civil society has to work very hard because our governments are not protecting us. Donc Madame Rudo dit le travail repose sur la société civile. Eh bien c'est avec ces mots d'appel, n'est-ce pas, à la société civile. Merci beaucoup Maître Tati, vous êtes directeur de l'ONG JVE. Madame Mimi Sanza Zena, vous êtes aussi d'ailleurs dans le comité qui doit suivre les travaux de cet atelier. Madame Rudo, vous venez de l'Afrique du Sud, merci beaucoup. Monsieur Victor, grand activiste, Monsieur Justin, merci beaucoup. Merci à nos amis qui sont là, qui auront l'occasion justement de s'exprimer aussi dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous. Rendez-vous et puis la semaine prochaine pour une autre émission. En attendant, continuez à préserver l'environnement parce que chaque goutte d'eau compte, chaque kilowattheure compte. Merci beaucoup. Soyez tous des amis de l'énergie. Au revoir et bye bye. Au revoir.